Eh bien, bienvenue dans cette troisième édition de la Petite Librairie. Merci de votre fidélité parce que vous êtes de plus en plus nombreux à nous regarder. Et puis nous allons retrouver nos chroniqueurs habituels, la fameuse Jacqueline Pétrose, l'inénarrable, notre littéraire maison, Didier Debroux, le plus cultivé des Belges, Mélanie Chémol, notre collaboratrice, bien sûr Jean-Edgar Cazelle, notre associé, notre spécialiste de l'art, du polar et de plein de choses. Et bien sûr, le Scotch, notre Scotch, Thomas Raymond et sa sélection SF et manga, sans oublier une interview de Bernard Proulx. Si vous comprenez rien au Brexit, si vous dites mais qu'est-ce que c'est que ce truc, vous lisez le Jonathan Coe. Alors non seulement c'est Jonathan Coe, c'est-à-dire que il a du talent, il a de l'humour, c'est un raconteur d'histoire et tout. Il vous raconte ce qui se passe à travers les familles anglaises, les middle class et tout, l'aristocratie, comment dans une même famille ça se castagne, comment c'est un peu comme l'affaire Dreyfus le Brexit, c'est-à-dire qu'il y a des amis qui se parlent plus, il y a des familles qui se parlent plus, il y a des parents qui ne parlent plus à leurs enfants, des enfants qui parlent plus à leurs parents, mais en même temps, c'est pas un truc à tête, c'est-à-dire qu'une fois que vous êtes dedans, vous lisez une histoire, vous êtes pris dedans, et je vous jure qu'une fois que vous avez fini ça, vous comprenez un peu mieux ce qu'est le Brexit et ce que pourquoi les Anglais ont dit non et pourquoi d'autres ont dit oui. C'est un des meilleurs Jonathan Coe depuis longtemps. Aussi au Goncourt l'année dernière, Les Enfants malgré nous. Oui, absolument. Sur cette France périphérique, et là on est vraiment sur l'Angleterre périphérique, c'est vachement intéressant, c'est très bien fichu. La différence c'est que Coe il a de l'humour alors que l'autre n'avait pas beaucoup d'humour. Enfin bon, chacun son truc. À vous. De Guy Bag revient. On était censé s'arrêter au 13e tome et en fait, ils ont décidé de nous en refaire. Série qui est dirigée par Run, l'auteur de Moutafoukaz et qui est aussi le chef du label 619. De Guy Bag, toujours sur le même principe, sur l'ancien principe, trois histoires indépendantes, 3 histoires d'horreur. Si vous adorez les séries Z américaines, ces films-là, faut vraiment foncer. J'adore le format. Il y a plein de choses très intéressantes. À chaque début d'histoire, vous allez avoir de faux articles de presse, vous allez avoir les rapports aux légendes urbaines qui racontent. C'est vachement bien fichu. Et comme dans les anciens modèles, à la fin, vous allez avoir le poster qui est offert avec. Oh, Fred, c'est très pour sympa. vous, là. C'est pour votre chambre, c'est super, là, ouais. J'adore cette collection. Ah ouais, pour son bureau, voilà, c'est ce qu'il cherchait, voilà. Ça fait vraiment partie de mes collections chouchou. C'est l'heure de la chronique de la célèbre, de l'immense Jacqueline Pétrose. À vous, Jacqueline. Je voudrais vous parler de ce roman d'Elisabeth Strout, Je m'appelle Lucy Barton, qui est publié au livre de poche. Alors c'est un roman qui n'est pas très épais, mais il y a beaucoup d'émotions contenues dans ces quelques pages. Lucy est une jeune femme qu'on suit dans les milieux des années 80. Elle est à l'hôpital à New York parce qu'elle a subi une opération de l'appendicite. Ça s'est pas très bien passé, elle a des complications et elle reste de longues semaines à l'hôpital. Son mari n'a pas très envie de venir la voir à l'hôpital, il ne supporte pas cette idée. Et ses 2 petites filles sont assez jeunes, donc on ne les laisse pas venir très souvent. Et un matin, Lucy trouve, en se réveillant, à son chevet, sa mère, alors qu'elle ne l'a pas vue depuis des dizaines d'années, car Lucy, en fait, est d'un milieu très pauvre et elle s'est hissée à un niveau supérieur socialement en faisant des études. C'était une très bonne élève et elle a obtenu une bourse et est entrée à la faculté. Et elle a comme trahi son milieu. Donc, son frère, sa sœur, son père et sa mère, elle n'a pratiquement plus de contact avec eux. Quand il les appelle, ils n'ont pas vraiment envie de lui parler. Mais ce matin-là, sa mère est là. Et pendant 5 jours et 5 nuits, toutes les deux vont retisser ce lien extraordinaire entre une mère et sa fille. Elles vont se rappeler leur enfance, la misère, les gens qu'elles ont connus. Ça va durer donc 5 jours. Et puis sa mère va repartir. Lucy finira par sortir de l'hôpital, elle continuera sa vie, elle deviendra même un écrivain bien coté, qui va vivre de sa plume. Et puis pendant 9 ans à nouveau, le silence avec sa famille. Elle retrouvera sa mère quelques jours avant que celle-ci ne meure. Son père aussi mourra et Lucy se sentira très seule. Elle aura toujours ce sentiment de solitude. Tout est dit, la misère, la difficulté de la vie, l'adéquation parfois qu'on a dans certains milieux à ne pas se reconnaître, mais c'est vraiment dit avec une très grande légèreté, c'est très touchant, très émouvant, et on se dit que franchement, c'est pas la peine de mettre trop de mots dans les livres pour dire la beauté des choses. Là, on va passer à un monument, enfin quelque chose qui a marqué les gens, qui est vraiment
Alors voilà, on se dit que quand on lit ça, on lit quelque chose d'exceptionnel. N'ayez pas peur de l'épaisseur. Hein. Ça s'appelle La Fabrique des salauds de Chris Kraus. C'est chez Belfond. Oui, mais bon. Alors, je vous le concède. Ce n'est pas le livre qu'on lit dans le RER en lâchant, en reprenant, en lâchant quoi que chose. Bon, voilà. Il faut quand même s'attacher au personnage. En fait, le titre dit bien ce que c'est l'histoire d'une famille, voilà, on va dire d'une famille un peu particulière allemande. Il s'appelle Koja. On est dans un hôpital, dans une chambre. Il y a deux personnes qui sont là, malades. Il y a un vieux monsieur qui a une balle dans la tête, et puis il y a un jeune qui est plutôt hippie, plutôt fumette et tout, voyez, machin et tout. Lui, il a quelque chose, il a une vis sur le crâne parce que, voilà, c'est pour tenir le crâne. Mais l'intérêt, c'est pas ça, c'est que le vieux monsieur se met à raconter au jeune homme sa vie, pourquoi il est là. Alors, je vais pas vous dire pourquoi il est là. En fait, il s'appelle Koja. Koja, il a un frère qui s'appelle Uwe. Ils sont nés à Riga, en Lettonie, je crois que c'était en Lettonie, dans les années 1900 et quelques. Et ils ont adopté leurs parents ont adopté une jeune fille, une petite fille, qui s'appelle Eve. Vous allez vous rendre compte que pendant tout le roman, ils vont être amoureux tous les deux en même temps ou séparément de cette petite fille qui n'est leur sœur sans être leur sœur, voilà. Arrive, c'est la Lettonie, les années 1920 et tout, et arrive la montée du nazisme entre 1920 et 1930. Vous allez suivre cette montée à travers cette famille, cette trilogie. Ils vont s'engager dans la Wehrmacht. Lui, il va devenir un salaud, alors qu'il voulait être artiste, Koja, il voulait être artiste, mais non. Il va devenir le pire des salauds, un SS, mais pur et dur, le frère aussi. Le problème, c'est que la sœur, elle est d'origine juive, donc vous imaginez déjà le truc. Mais ça s'arrête pas là, parce que l'originalité de ce livre, c'est une histoire de l'Europe et de l'Allemagne après la guerre. C'est-à-dire qu'on voit que ces salauds vont s'en tirer, ils vont s'en tirer. Et c'est basé sur des histoires vraies, c'est-à-dire qu'ils vont devenir à la fois espions pour l'Allemagne fédérale, au service des Occidentaux, espions pour les Soviétiques et, alors comble de espions pour l'État sioniste pour Tel Aviv. C'est quand même hallucinant. C'est la vie de ces gens. Il essaye de comprendre comment on peut devenir la barbarie, comment on est un salaud. C'est assez troublant. Alors il a un truc qui est quand même extraordinaire, c'est qu'il arrive à nous faire sourire, c'est-à-dire qu'il a de l'humour quand même, il met une dose d'humour là-dedans, ce qui fait passer beaucoup de choses, et c'est un livre que vous avez pas aimé, vous avez envie de pas aimer, parce que ça parle tellement de choses abominables. C'est un livre contemporain, parce que ce dont il vous parle, il y a quand même des relents de ce qui se passe actuellement dans certaines parties du monde. C'est jamais ennuyeux. Alors, je vous donne un conseil quand même, parce qu'il y a des gens comme ça qui se font du mal. Il y a peut-être des longueurs, donc vous dites pas, vous passez, n'ayez pas honte, vous passez un petit peu, puis vous allez voir. Mais c'est de la qualité des bienveillantes. Si vous voyez, pour vous donner un ordre d'idée, c'est vraiment une histoire de l'Europe. Si vous voulez savoir ce qui s'est passé en Europe, il y a eu des choses absolument incroyables. C'est basé sur l'histoire de son grand-père. En fait, il s'est rendu compte, son grand-père était un grand-père plutôt chaleureux, plutôt normal, et puis il a appris un jour que son grand-père était SS. Et dans les pires, vous savez, ceux qui mitraillaient et qui enterraient les Juifs dans l'Est, dans le front de l'Est, et il s'est mis à rechercher tout pourquoi, le comment, l'histoire et tout. C'est un livre incroyable. Alors c'est très 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 fort. Vous ressortez de là-dedans, voilà. Mais je vous donne un conseil, si vous commencez à lire ça, vous en prenez un petit à côté pour vous donner des bouffées d'air frais, mais c'est complètement passionnant. N'ayez pas peur des 900 pages, à part comme vous y allez, ça, faites-moi confiance, j'ai réussi. Donc si j'ai réussi, c'est que, et Dieu sait si je suis pas patient. Ah, maintenant c'est l'heure de Didier Debroux. C'est là où la France s'arrête pour écouter la Belgique. Didier Debroux, notre Belge à nous. À vous Didier. Bonjour à tous et bienvenue à Bruxelles pour cette nouvelle chronique de la Petite Librairie, une chronique 100% Made in Belgium avec 2 opus absolument jouissifs, 2 recueils de nouvelles qui vont vous conter à la fois l'histoire de la Belgique et vous entraîner sur les chemins du surréalisme belge. Tout d'abord, Jean Jonio avec Belgique avec S. Pourquoi avec S? Bien évidemment, ce royaume est multiple et pluriel, paru aux éditions Caird. Au cours de ce recueil, il va explorer l'histoire de ce royaume depuis l'indépendance en 1830, la Révolution, jusqu'à l'exposition universelle de 1858. Au travers de ces nouvelles, il va
mettre en avant des personnages qui ont marqué l'histoire de ce pays, même s'ils ne sont pas connus. Il va explorer des aspects de l'histoire qui sont eux-mêmes peu connus. Surtout, il va confondre sa propre existence à celle de ce royaume en nous délivrant des aspects intimes de sa vie. La plume est absolument magnifique, elle est poétique, aussi surréaliste, aussi parfois pleine d'humour. Elle est toujours extrêmement limpide. Bref, c'est un régal de lecture, c'est une plongée dans l'histoire de ce pays. C'est surtout la possibilité de découvrir un homme, Jean Jonio, absolument délicieux et même très étonnant. Ensuite, comme je le disais, une plongée dans le surréalisme à travers cet autre recueil de nouvelles de Étienne Verhasselt aux éditions Le Tripode et qui s'appelle « Éternité brève ». Déjà, le titre en soi est une ode au surréalisme et je ne pourrais rien dire d'autre que si vous voulez découvrir ce qu'est la déliquescence d'un couple à travers une série de petites histoires placées dans des situations totalement absurdes, mais ô combien pourtant réelles et intelligentes, lisez ce recueil également. Bref, voici un voyage en Belgique, un régal assuré. Les petits parigrammes que j'avais beaucoup aimé. Il y en a de nouveaux. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette collection que vous avez parlé. Les parigrammes. Alors là, on avait les bars et restos planqués de Paris, les restos du monde et à chacun son resto. J'adore cette collection. J'ai adoré. Là, je vous ai mis mes 3 préférés que j'ai utilisés tout cet été. Je me suis baladé dans tout Paris, dans tous les restos. Les bars et restos planqués, c'est vachement bien. Ça permet vraiment d'avoir des toutes petites adresses. Vraiment, c'est des petites portes. Il n'y a aucune façade, rien du tout. C'est très très efficace. Alors, nous, on vous l'a essayé pour vous. Vous voyez l'émission en fait. Vous l'avez la petite librairie. On l'essaye pour vous même maintenant. Et là, ils nous ont sorti Parisienne et relax, massage, hammam, spa, gym, douche, sans adresse, pour se sentir bien. Et là, on l'a aussi pour le thé. Alors à chaque fois une adresse différente. En plus, c'est bien fichu parce qu'on vous dit à peu près le budget qu'on va avoir. On vous dit l'adresse exacte. C'est mis par arrondissement. C'est des vrais spas. Enfin, oui, c'est des vrais spas. En plus, moi, ce que j'ai vraiment adoré, c'est qu'on a le prix moyen en fait qu'on va dépenser. Ça, c'est très intelligent. Voilà. Parigramme. Et bien maintenant, bienvenue à Mélanie Chémol qui va vous parler d'un de ses auteurs préférés. Qui est-il? À vous de regarder. Aujourd'hui, j'ai très envie de vous présenter un livre qui est pour moi un de mes petits doudous de la rentrée littéraire 2019. Il s'agit de La police des fleurs, des arbres et des forêts de Romain Puertolas qui va être édité aux éditions Albin Michel. Monsieur Puertolas nous revient avec une jolie histoire très tendre, pas très douce, pas très sympa de prime abord, puisque nous allons suivre dans les années 60 dans un petit patelin français un enquêteur qui va venir sur place dépêcher de la grande ville pour comprendre ce qui s'est passé. Dans un petit village français a eu lieu un meurtre, mais un meurtre d'une violence et surtout d'une espèce d'incohérence totale, puisque la personne décédée était une figure emblématique de ce village. C'était un jeune homme de 16 ans, Joël, qui a été retrouvé donc mort, décapité et coupé en petits morceaux dans la cuve de la confiterie de ce fameux village. Un enquêteur de la grande ville va être dépêché sur place pour comprendre ce qui s'est passé et pourquoi il est mort, comment il est mort, quels ont été les motifs et mobiles divers et variés. Ça reste très touchant parce qu'à la fois on va plonger dans la France des années 60 et surtout la province française des années 60. C'est un peu troublant. Alors je suis plus si jeune que ça, mais moi les années 60 je les ai quand même pas connues. Mais j'ai trouvé très sympa cette ambiance de village, pas reclus sur lui-même mais presque. Tout le monde se connaît, tout le monde s'appelle par son prénom. En fait, cet inspecteur, il va être tourné en bourrique par tout le monde parce qu'on va lui dire noir, les autres vont répondre blanc et au final, il va être un peu perdu. Bien sûr, il va y avoir une figure que moi j'ai beaucoup aimée, c'est la jeune fleuriste qui est arrivée depuis pas si longtemps que ça, depuis 4-5 ans dans ce dit village. Je n'en dis pas plus non plus parce que sinon je vous raconte tout et plus aucun intérêt. Mais vraiment, vous pouvez y aller, foncez. Je vous rappelle, La police des fleurs, des arbres et des forêts de Romain Puertolas. Alors je vais vous parler d'une femme que vous connaissez, une écrivain que vous connaissez, qui s'appelle Paula McLain. Elle avait écrit un livre qui avait été un des grands succès à la Griffe Noire, mais je crois ailleurs aussi, qui s'appelle L'Aviatrice, qui était l'histoire de cette femme qui a traversé comme Lindbergh l'Atlantique, mais en sens inverse, c'est-à-dire que Lindbergh a traversé des États-Unis à l'Europe, elle a été de l'Europe
aux États-Unis. On en a moins parlé parce que c'est une femme, donc automatiquement, l'histoire étant écrite jusque-là par les hommes, c'était passé un peu à l'as. Elle a eu une vie extraordinaire. Elle a été l'amante de la maîtresse de l'amante de Karen Blixen, celle qui a fait Out of Africa. Elle a vécu en Afrique des choses absolument enfin, je vais pas vous faire de tonnes là-dessus, mais c'est une de ces femmes qui sont dont on se souvient et qui ont ouvert la voie à d'autres femmes. Et là, elle nous ressort un livre il y a longtemps que je l'avais et je me disais il faut que je le lise. Ça s'appelle La troisième Hemingway de Paula McLain. Alors cette femme, elle s'appelle, je me souviens jamais de son nom, c'est Martha Gellhorn. Hein. Alors Martha Gellhorn, elle est extraordinaire. Martha Gellhorn, déjà pour vous dire, c'est la seule femme qui ait quitté Hemingway. Il lui a jamais pardonné, alors vraiment jamais, parce qu'on quitte pas Hemingway, c'est Hemingway qui quitte. C'est une femme incroyable. On est au début du siècle. Déjà, elle commence à se tirer de chez ses parents dans la voiture des laitiers pour faire de l'aventure à 6 ans. C'est quand même pas mal. Bon, elle est récupérée parce qu'elle s'est pas rendu compte que le laitier, il fait comme ça une boucle et qu'elle se retrouve chez ses parents. Mais bon, ça c'est un truc. Elle est écrivain. Elle va commencer à écrire. Elle s'intéresse aux petites gens, à la vie quotidienne. Elle va écrire un premier roman, un premier livre qui va avoir un certain succès aux États-Unis. Et là, elle va faire connaissance de Ernest Hemingway. Va arriver une passion torride entre les deux. Ils vont vraiment beaucoup s'aimer. Ils vont aller à Cuba. Elle va participer à la construction de cette fabuleuse maison, si vous avez l'occasion d'aller à Cuba, d'Hemingway à La Havane, qui est absolument extraordinaire. Et puis elle veut aller en Europe. Elle veut aller en Europe parce qu'il y a la guerre d'Espagne et cette femme va être la première grand reporter femme sur le terrain, c'est-à-dire qu'elle vous raconte ça absolument incroyablement. Elle est en Espagne, vous entendez les bombes, elle va risquer sa vie vraiment, et elle va être une des femmes qui va être une des rares d'ailleurs, même pas femme, être humain, journaliste américaine à couvrir la nuit de cristal, l'invasion des Sudètes. Vous voyez tout ce qui s'est passé sous Hitler, elle s'en va très vite parce qu'elle risque d'y perdre. C'est une femme qui a ouvert la voie aux autres femmes en leur montrant que non seulement ils pouvaient être l'égal des hommes, mais elle pouvait même les surpasser. Elle va faire plein de choses, hein. Elle va faire écrire elle va être reporter, elle va couvrir le Vietnam, ça va pas s'arrêter à Ernest Hemingway. C'est la preuve qu'on peut quitter Ernest Hemingway et avoir d'autres vies. Mais ça, c'est une femme incroyable. Elle va mourir, elle va avoir 89 ans. Dans les années 90, je crois, elle a un cancer, et comme sa vie, elle décide de prendre sa vie en main, c'est-à-dire qu'elle va se suicider, elle met ses affaires en propre et tout, clean, et elle se suicide. C'est un livre incroyable, c'est-à-dire que sa vie est un roman, hein. C'est-à-dire que même un romancier n'aurait pas imaginé ce genre de choses. Ken Follett, dans l'absolu, il aurait pu écrire ça parce que elle a tellement vécu de choses et puis c'est une femme qui a jamais voulu être à la merci des hommes. C'est-à-dire que dès qu'elle a senti que Hemingway commençait à la bouffer, elle s'en va, puis elle a sa dignité. C'est vraiment un livre extraordinaire et allez-y, ne passez pas à côté. Si vous avez lu L'Aviatrice et que vous avez adoré, vous adorez encore cette femme parce que je crois qu'il y a encore plus de choses au niveau historique et au niveau contenu intellectuel dans ce bouquin. C'est un personnage incroyable. Il y avait, je l'ai pas là, mais ils avaient sorti les Mrs. Hemingway en folio où c'était toutes les femmes, l'histoire de toutes les femmes de Hemingway, qui était un livre passionnant que Valérie Expert adore. Maintenant, nous allons à la rencontre de Bernard Proulx avec le célèbre Fred, notre réalisateur incomparable. Alors Bernard Proulx, c'est l'auteur d'Alexis Vassilkov, ou La vie tumultueuse du fils de Maupassant, qui est paru aux éditions de Poche, et puis du fameux Délation sur ordonnance, lui aussi aux éditions de Poche. Donc à vous Fred. Eh bien, c'est un roman dont le titre est L'ultime mystère de Paris. Pour la petite histoire, les mystères de Paris étaient déjà détenus par Eugène Sue. Les nouveaux mystères de Paris étaient l'œuvre de Léo Mallet. Donc, j'ai décidé d'appeler ce roman L'ultime mystère de Paris. Léonard Courtillac, qui est un des personnages de mon roman, voit en mars 2013 sa vie basculer d'un seul coup. Sa fiancée, Mélinda, le quitte sans aucune explication. Son ami Ludovic est décapité et on ne retrouve que la tête. Son vieil ami et mentor, Michel Garousset, est retrouvé et assassiné en plein Paris. En 1960, à Alger, au lycée Bugeaud, son père était professeur et une indéfectible amitié s'était liée entre ce professeur, un pion du lycée qui était membre de l'OAS à cette époque, et 3 élèves. Ils se retrouvent à Paris
20 ans plus tard, ils arrivent à acquérir une bibliothèque absolument extraordinaire qui avait disparu des écrans radars depuis plus de 1000 ans. Cette bibliothèque contient des documents et une relique absolument extraordinaire. Pour conserver ces documents, ce groupe d'amis a aménagé une espèce de crypte dans les souterrains de Paris. Et Léonard va être amené à pénétrer dans le sous-sol parisien. Il va être obligé d'amener à décrypter un code que lui a laissé son ami Garousset. Il va découvrir les carrières de Paris et dans ces carrières, les archives qui étaient perdues depuis 1000 ans. Bon, on va presque s'arrêter là, mais juste pour pas finir sur le lourd, voilà, je vais vous proposer, ça vient de paraître en poche, ça s'appelle La chorale des dames de Chilbury, de Jennifer Ryan. Voilà, c'est un livre de poche. Alors bon, ça avait été un de nos livres de détente préférés l'année dernière. Ça avait été vraiment un succès immense ici, mais je pense aussi en général. C'est l'histoire, on est en 1940 dans le Kent. Imaginez le Kent, joli petit village. Vous voyez, le Kent, c'est une caricature, quoi. Les jolies maisons, colombage, la verdure, comme ça. Mais c'est la guerre et les hommes sont partis. Ils sont partis, hein, donc se retrouvent que des femmes dans le village. Et qu'est-ce qui va se passer? Il y a une femme qui décide de monter une chorale. Et cette chorale, c'est un lieu de rencontre. Et là, vous avez des portraits incroyables. Alors, vous avez tous les portraits de femmes possibles, inimaginables. La courageuse, l'ambitieuse, l'hypocrite, l'amoureuse et tout. C'est universel parce que tout le monde se retrouve là-dedans. C'est des femmes et ça pourrait être des hommes. Il y a la même chose chez les hommes. Ils vont surmonter toute leur... parce qu'ils sont seuls et tous. Ils vont surmonter cette guerre. C'est hyper passionnant. C'est chaleureux, généreux. En plus, ça raconte une période très très bien. C'est humain. Une fois que vous avez commencé, vous faites avoir, vous lâchez plus. Et c'est un des rares bouquins de détente que toute l'équipe de la Griffe Noire, garçons, filles, ont adoré. Et on prônait, on conseillait à tous les gens qui viennent ici. Voilà. À vous, je crois que vous étiez pas content. Hein. La première fois que je vais avoir un coup de gueule. Alors, j'ai passé cet été à lire ça, malheureusement. Vor de B. Catling aux éditions Outre-Fleuve. Alors on me l'avait vendu comme la 3e merveille du monde. Un coup de cœur de Alan Moore et de Pullman. Donc là, moi j'étais, oh là là, ça va être super bien. Ennuytude totale. Alors il faut savoir que je me suis blessé cet été. Et je pense que ça a été pire que ma blessure. J'ai vraiment pas accroché du tout. Vous en penserez ce que vous voulez, j'aime pas dire que c'est pas bien, mais alors franchement, moi j'appelle... C'est ennuyeux ? Ah oui, c'est la route vers l'ennui pour le coup. Donc si je dois pas vous le conseiller, ce sera à voir. D'accord. Si vous avez aimé, vous lui envoyez un petit texto. Si vous l'avez pas aimé, vous lui dites qu'il a raison et puis ça, voilà. Peut-être une idée de cadeau pour Noël. Voilà, pour les gens, c'est toujours pour les gens que vous aimez pas, ou alors pire, ceux qui prennent l'avion pendant, vous savez, 6 ou 8 heures et qui peuvent pas bouger, ça c'est génial. Là, vous les reverrez plus jamais. Pas de petite émission, pas de petite librairie sans Jean-Edgar Cazel, notre associé, notre ami, le spécialiste de l'art, sa passion. Qui dit octobre dit les premières nouveautés qui arrivent avec les beaux livres de fin d'année, les livres sur les différentes expositions qu'il y a à Paris en ce moment. Donc il y en a une profusion qui commence à venir. Je vais ce soir vous en présenter déjà quelques-uns. Déjà une superbe collection chez Flammarion consacrée à l'histoire de l'art. Alors c'est des petits livres courts, pas cher, 12 €, et qui vous parlent d'un mouvement ou de dates clés de l'histoire de l'art ou de l'histoire de la photo. Donc il y a le street art qui vient de sortir, hein. C'est à la mode, mais bon, il y en a de plus en plus dans les rues, notamment à Paris, dans le 13e arrondissement. Donc il y a un petit florilège de tout ce qui se fait à Paris sur les murs. Il y a des choses qui sont de plus en plus remarquables qui sortent, comparativement à ce qu'il y avait il y a quelques années. Il y a les dates clés de l'histoire de l'art, donc ça s'adresse à la fois pour ceux qui veulent un peu se documenter, et à la fois même pour des étudiants d'histoire de l'art, parce que c'est court, succinct, précis, mais très bien fait. Le pop art, hein. Le surréalisme, donc ça c'est les principaux courants de l'histoire de l'art. L'impressionnisme, pour tomber au siècle dernier, enfin même au siècle d'avant, puisqu'on est déjà au XXIe siècle. L'art moderne et contemporain, et un qui est très bien, c'est sur apprendre à lire les images, donc à lire les différents tableaux qui existent. Donc c'est une petite collection qui vous initie à l'histoire de l'art pour essayer d'être un peu moins néophyte quand vous allez dans un musée. C'est abordable pour tout le monde, ça peut se lire à partir d'adolescents, 15-16 ans, parce que c'est vraiment très bien expliqué, pas trop compliqué.
et pas cher. Donc c'est une collection, il y a 7-8 titres qui sont déjà parus chez Flammarion, ça vaut la modique somme de 12 €. Pour finir, on va pas en faire parce que je l'ai fait sur le magazine de la santé et je l'ai fait sur Sud Radio et que vous avez bien apprécié, que c'est une des plus belles réussites. C'est Yannick Granet qui a fait Les Simples chez Anne Carrière, qui est vraiment un merveilleux livre sur ces nonnes qui sont dans une abbaye au XVIe siècle, qui sont relativement riches parce qu'elles font des remèdes avec des plantes médicinales et puis qui sont libres parce qu'elles sont entre elles. C'est la vie de ces femmes entre elles avec des règles très très dures, avec tout ce que ça peut être, la promiscuité, enfin les êtres humains restent des êtres humains, et puis un Cupide évêque qui veut récupérer la liberté des femmes, le pouvoir et puis l'argent, et puis un renard dans le poulailler, c'est-à-dire un petit jeune prêtre qui va tomber très amoureux et voilà, là ça va être le début c'est un très très beau livre sur une dissertation sur le pouvoir, sur la liberté, sur les hommes, et puis aussi sur les sciences qu'on reconnaît, les sciences qui sont en avance sur très très joliment écrit. Allez, je vous fais pas des tonnes, mais ça, et puis juste, on vous en reparlera peut-être un peu plus, mais c'était très ancien, c'était de Madeleine Tienne, ça s'appelle Nous qui n'étions rien, c'est chez Phébus, et ça c'est ce qui s'est passé véritablement à travers un roman à Tiananmen, vous savez, toute la révolution chinoise avec les atrocités, les disparitions, comment les Chinois ont vécu ça, les jeunes Chinois et tout, c'est absolument, c'est une immense écrivain, je crois qu'elle est canadienne, c'est une immense écrivain, allez-y, parce que, je vous en reparlerai parce que ça mérite vraiment, c'est un grand bouquin, mais si vous le voyez encore sur les tables, prenez-le parce que ou du moins feuilletez-le pour voir si ça vous plaît, comme ça, la traduction est excellentissime, donc allez-y. C'est la fin de cette émission, j'espère que vous aurez fait beaucoup de découvertes, qu'on ne vous aura pas trop déçus. Enfin moi, parce que les autres chroniqueurs sont bien plus à la hauteur que moi. Nous serions heureux de vous retrouver dans 15 jours pour le numéro 4. N'oubliez pas que nous travaillons pour les librairies indépendantes, pour la Griffe Noire, mais pour d'autres librairies. Alors, si vous pouviez éviter, voyez ce que je veux dire, de commander vos livres sur des sites, voilà, ça commence par un A, ça finit par un N. N'oubliez pas non plus nos rendez-vous médias. Alors, les rendez-vous médias, c'est sur Sud Radio tous les vendredis avec Valais Expert de 10h à 12h. Moi, c'est à partir de 10h45, c'est le plus important. Sur France 5 avec le magazine de la santé, avec la sublime, l'inénérable Marina Claire-Danco, c'est le beau, on peut rien dire, de Régime Boxley, celui que tout le monde nous envie. Sanef 107.7, la radio des autoroutes, je suis un spécialiste de l'autoroute. Il y a YouTube, notre chaîne de Griffe Noire TV, alors on approche des 10 000 abonnés, donc c'est bien, allez-y, abonnez-vous, Fred il sera très 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 content. Sans oublier bien sûr nos pages Facebook Griffe Noire, Facebook Gérard Collard, j'ai même 2 pages Facebook Gérard Collard pour vous permettre de mieux connaître nos coups de cœur. Et bien maintenant, salut, puis à la prochaine, elle aura lieu à votre avis Fred? Voilà, le 6 novembre. Allez, au 6 novembre.